Yaorana et bienvenue dans Manava. Henry Adams, c'est les mémoires de Harry Temei. C'est la rencontre improbable entre une grande dame de la société polynésienne et un historien américain de la fin du 19e siècle. Pour en parler avec nous, j'accueille Florent Athème, qui est maître de conférences en langue et littérature anglaise à l'UPF, spécialiste de civilisation américaine et agrégé d'anglais. Vahi Sylvia Richaud, qui est maître de conférences honoraires en langue, littérature et civilisation polynésienne à l'UPF. Carole Athème, maître de conférences en langue et littérature française à l'UPF et agrégé de lettres modernes, et Teloubé Salmon, qui est le descendant de Harry Temei. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Vahi, première question pour toi. En quelques mots, peux-tu nous présenter Harry Temei? Difficile de le dire en quelques mots, mais je vais essayer de le faire. Harry Temei, qui est peu connu des jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent mieux Mara Arwa, qui est une de ses filles. Harry Temei est une grande chefesse de la côte ouest, de la famille des Teva, par sa mère, Harry Manhini, qui est, elle, fille de Tati le Grand, le grand Harry Inouï. Et Harry Temei est né à une époque où la civilisation tahitienne, la culture tahitienne était encore bien dans ce pays. Et elle a joué le rôle d'entremetteuse au niveau de l'arrivée des Français, donc le protectorat, la mise en place. Et là, elle a joué son rôle de Harry Oehau, qui veut dire la princesse, la reine de la paix. Et à ce titre-là, elle vaut vraiment un regard particulier de nous aujourd'hui pour comprendre le rôle qu'elle a joué en tant que grande chefesse, grande dame et grande... diplomate. Voilà. Et Exactement, diplomate aussi. oui, Hein. c'est ça. On va en parler, on va essayer d'expliquer tout ça, son cheminement et le rôle qu'elle a eu. Florent, tu peux nous présenter Henry Adams en quelques mots aussi? Alors pareil, très difficile de faire court, mais je vais essayer. Donc Henry Brooks Adams, né le 16 février 1838, décédé le 27 mars 1918 à Washington DC. Il était né à Boston, dans le Massachusetts. C'était un historien et écrivain américain qui avait pour particularité d'être l'arrière-petit-fils et le petit-fils de deux présidents des États-Unis, John Adams le deuxième et John Quincy Adams le sixième. Carole, tu vas nous présenter aussi. Alors, Vahi nous a parlé déjà un peu de Harry Temei, mais j'aimerais que tu nous la resitues dans le paysage polynésien de l'époque aussi. Oui, bonjour Stéphane et Yaorana à toutes et à tous. Donc, pour compléter le propos de Vahi, je confirme aussi que Harry Temei était une grande aristocrate, une grande patricienne, une chefesse, Harry Inouï. Donc, il ne s'agit pas d'une reine, puisque le concept de royauté est considéré par les anciens Tahitiens comme un apport extérieur, un apport exogène. Donc, il s'agissait bien de l'époque qu'on peut comparer à la féodalité européenne, l'époque des chefs. Harry Temei était donc une grande dame qui a été l'héritière de toute une lignée très très importante, la lignée des Teva. Et au XIXe siècle, elle a eu pour charge d'assurer la transition entre l'époque du Tahitien précolonial et donc l'implantation du protectorat. Elle a régi le district de Papara à la suite de son père en 1855, à partir de 1855. Mais auparavant déjà, elle a assuré, comme le disait Vahi, comme tu le disais Stéphane, un rôle de médiatrice tout à fait fondamental lors de l'époque très troublée dans les années 1840, 1842, 1846. Elle a vraiment joué le rôle d'intermédiaire, de pacificatrice pour éviter des bains de sang lors justement des confrontations entre les chefs tahitiens, notamment des îles sous le vent, et le pouvoir colonial qui était en train de s'implanter. Alors Teloubé, toi tu es le descendant de cette grande dame, un des descendants de cette grande dame. Est-ce que tu peux nous parler de ton lien de parenté avec Harry Temei? Oui, bonjour Stéphane. Alors, Harry Temei est la grand-mère de mon grand-père. Ça veut dire que je suis de la septième génération réelle. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je voulais juste intervenir un peu par rapport à ce que Vahi disait. En fait, Harry Temei est la descendante du clan des Teva par son père, qui est le fils de Tati. Et par sa mère, elle est la descendante du clan des Marama de Moorea. Donc, c'est juste une petite... pour les puristes qui nous regardent et... Harry Temei a toujours fait partie de votre histoire de famille, c'est-à-dire qu'est-ce que tu en as toujours entendu parler? Est-ce que ça fait partie un petit peu, je dirais, d'un fil rouge entre générations? Vous en aviez parlé, et ainsi de suite? Pas vraiment, non. En fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un de notre famille, il y a quelques générations de ça, a pris la décision de ne plus parler de ce qui s'était passé pendant la phase de transition, pour des raisons de maintien de la paix, on va dire. Et donc les choses sont restées un peu sous une chape de plomb.
Bon, les informations nous sont parvenues malgré tout par des cousins encore vivants. Et aujourd'hui, on essaie un peu on va, comment dire? Tu reprends le flambeau. Ouais, Tu essayes alors pas de réhabiliter, mais de faire en sorte qu'on ait plus d'informations et qu'on connaisse et qu'on reconnaisse cette grande dame. Oui, parce que disons qu'aujourd'hui, il y a un phénomène quand même où il y a des séries qui passent à la télé, qui veulent réécrire un peu l'histoire. Donc ça a un peu outré mes oncles et mes cousins qui ont besoin que la vérité, que la lumière soit faite et qu'on dise ce que nous, on a comme héritage, les informations qui nous ont été transmises, qu'on les partage. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire avec le colloque grâce à la famille à thème. Et c'est ce qu'on cherche à faire encore. On va écrire, on a l'ambition d'écrire un livre à ce sujet, en mémoire sur nos ancêtres. Alors Florence, j'aimerais que tu nous parles de la raison pour laquelle Henry Adams, qui était bien installé à Boston, famille bourgeoise, a décidé de quitter tout ça. Alors, tout d'abord, il perd sa sœur qui meurt du tétanos en 1870. Il est profondément affecté, bien entendu, par cette première tragédie. Et en 1885, son épouse disparaît. Elle est retrouvée avec un flacon de cyanure de potassium. Elle était photographe. On lui doit d'ailleurs la photographie que nous avons utilisée, un document libre de droit aujourd'hui, pour la promotion du colloque international qui vient d'avoir lieu à l'Université de la Polynésie française. Donc, après ces deux tragédies, finalement, il est aussi habité par une sorte de sentiment d'échec personnel, puisque, en dépit du fait qu'il ait été un historien et un écrivain absolument incontournable dans l'histoire littéraire de l'Amérique, il n'a pas réussi à se hisser au rang de président comme son illustre arrière-grand-père et comme son grand-père. Ça pesait vraiment sur ses épaules quand même. Quand on a eu deux présidents dans la famille, on le serait à moins. Hein. Donc Voilà. il décide à un moment de partir. Voilà, il veut littéralement se dérober à l'histoire, échapper à lui-même, et donc il entreprend ce voyage avec son ami le peintre John Lafarge jusqu'à San Francisco. De là, ils se rendront jusqu'à l'archipel hawaïen, puis les Samoa et enfin Tahiti. C'était intéressant de voir le cheminement, parce qu'en introduction, je disais que c'était une rencontre un peu improbable. C'est la réalité. Quand on connaît l'histoire d'Harry Temei et Henry Adams, c'est absolument un peu déroutant. Même quand j'ai lu ça, c'était assez intéressant. J'allais te poser la question. Non, je ne sais pas quelle question tu vas poser, mais ce que je veux dire pour compléter ce que dit Florent, à juste titre, les détails qu'il a donnés, c'est que la rencontre de l'écriture et de l'oralité. Donc, une culture qui est installée, bien, on va dire, répertoriée par les historiens, parce que c'est la culture occidentale, et la culture tahitienne que véhicule Harry Temei, qui est orale, et elle a réussi justement à transmettre à Henry Adams, si je peux le dire, des choses en tahitien, parce qu'elle ne parlait qu'en tahitien. Et là, le rôle de ses enfants, je crois que c'est Marutaroa, son fils Tati, et plus tard, le passage à l'écriture de ce qui a donné les mémoires d'Harry Temei. On va y revenir, oui. Oui, a donné ces connaissances que nous avons aujourd'hui, qui grâce à Henry Adams, nous avons pu rentrer plus en profondeur de ce que pouvait être ce personnage qui était unique en son genre et qui a réussi à, on va dire, dépasser les frontières et à transmettre ce qu'elle avait à cœur de transmettre. Justement, en termes de transmission, elle a pu acquérir pas mal de connaissances par le biais de Tati. Donc tu peux nous en parler? Son grand-père. Oui. Tati, très tôt, a eu une préférence pour sa petite fille, d'où le nom de Ina Ari'i. Ça veut dire petite fille royale. Hein? Et donc, ce lien très fort qu'il y a eu entre ce personnage du passé et elle qui vivait cette époque-là. D'ailleurs, c'est Harry Temei qui s'est marié. Le premier mariage, on va dire, interculturel, interethnique qu'il y a eu, qu'il n'y a jamais eu à Tahiti. Et en ouvrant cette porte, la reine Pomaricat, puisqu'elles étaient sœurs de lait, a permis à Harry Temei de rendre compte de ce qu'elle pouvait, au fond d'elle-même, transmettre par ce biais-là de l'ouverture que lui a permis, par Salmon aussi, un Anglais qui est venu ici. J'allais venir avec Terupe parce qu'on parle beaucoup de Harry Temei, mais il faut qu'on parle d'Alexander Salmon aussi. Terupe, qui il était? Alexander Salmon, c'était un jeune juif commerçant. Il arrive à Tahiti à l'âge de 21 ans après un périple à l'origine du sud de Londres. Il passe par San Francisco. Il fait la connaissance d'un commerçant en orange qui fait le commerce entre l'Australie et San Francisco.
Et sur ce trajet-là, il y avait escale à Tahiti. C'est comme ça qu'il débarque ici à 21 ans. Donc, il tape un peu dans l'œil de Harry Taimei. Et l'année d'après, Harry Taimei et Alexander Salmon finissent par se marier. Et donc, tous les deux, ils ont œuvré pour la paix en Polynésie, enfin, dans les îles. Alors on continue à cheminer. Comment Henry Adams se balade, traverse les États-Unis, se balade aux îles Hawaï, et il fait une rencontre qui va être primordiale aux Samoa. Tu peux nous en parler? Oui, après l'étape de Hawaï qui finalement le déçoit puisqu'il trouve la société hawaïenne à cette époque déjà un peu trop américanisée. Il poursuit son voyage, son périple jusqu'aux îles Samoa. L'historien se mue en anthropologue puisqu'il se mêle aux habitants des sociétés locales. Il veut découvrir les mystères de cette société aussi matrilinéaire, ce qui pour lui est quelque chose de complètement nouveau. Faut que tu expliques ça. C'est-à-dire c'est pareil, c'est très difficile de faire ça en quelques mots, mais Explique le mot matrilinéaire. alors c'est-à-dire qu'il s'agit de sociétés dans lesquelles les femmes occupent une figure centrale, notamment au niveau des droits de succession, des choses comme cela. La silhouette de Harry Taimei, du moins l'importance d'une figure féminine de ce genre, se dessine déjà finalement au fil de son périple. Il y a une sorte de réalité littéralement qui dépasse la fiction. Dans cette immensité qu'est l'océan Pacifique, il tombe littéralement sur Robert Louis Stevenson, qui lui remet des lettres d'introduction qui lui permettront ensuite d'établir des contacts favorables avec les chefs tahitiens que Stevenson a connus. Stevenson les a déjà était venu à rencontrés, Tahiti quelques années plus tôt. Donc voilà, la réalité dépasse la fiction, comme je le disais, pour ces raisons. Alors Stevenson, je précise, c'est celui qui avait écrit entre autres L'île au trésor. Pour pareil, comme on fait l'histoire, j'essaye de situer un peu tout pour que tout le monde suive. Carole, j'aimerais que tu nous parles du moment où comment Harry Taimei est devenue chefesse de Papara, et pourquoi c'est elle qui a pris ce rôle-là. Bien, dans cette société précoloniale, c'est vrai que l'hérédité elle a été très importante. Florent parlait de la figure de la femme. Je pense que ce qu'on peut dire, sans aller justement sur le terrain des anthropologues ou des sociologues, des historiens, puisque ce n'est pas notre rôle, c'est que effectivement la femme telle que Henry Adams la connaissait aux États-Unis au XIXe siècle, dans la société patricienne qui était la sienne, il faut bien le préciser, du côté de Boston, et la figure de la femme telle qu'il la rencontre et par laquelle il va être ébloui, c'est un choc monumental. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux réalités totalement différentes, puisque Harry Taimei est une figure de pouvoir, c'est la femme de pouvoir, en même temps, on le disait, c'est le pouvoir par la paix, le pouvoir par la négociation, c'est un peu la force douce, mais en tout cas, c'est une figure d'autorité. Et elle hérite naturellement de cette autorité par sa filiation, puisque effectivement, on le dit depuis tout à l'heure, c'est la descendante du grand Tati, la descendante aussi du chef de Moorea par sa mère. Elle est à la croisée de deux dynasties très importantes, et il est naturel dans ce contexte-là que le pouvoir lui échoit et qu'elle exerce l'autorité avec la générosité qu'on lui connaît, vu tous les dons qu'elle a pu faire, vu justement les négociations subtiles, très fines qu'elle a menées. Pourquoi c'est elle qui hérite du pouvoir? Parce que c'est dans le système de l'époque qui diffère beaucoup effectivement de ce qu'on peut s'imaginer par rapport à nos projections, notamment les projections qu'on peut tirer du modèle occidental. Là, c'est sûr que ça n'a rien à voir. C'est la femme de pouvoir qui égale, voire dépasse le pouvoir viril. Oui, parce qu'elle appuie en plus, elle est très intelligente, c'est une réalité. Elle a appris beaucoup de choses et elle réussit à appliquer une certaine politique qui est d'apaiser. Elle a un devoir et un savoir-faire qui est impressionnant en termes de diplomatie, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'est conduite en chefesse, en arrivée. Il faut savoir aussi que dans ses ancêtres, il y a le fameux Purhei, qui a été la mère de Veiatua. Au moment où Maximo Rodriguez est arrivé, il y avait Veiatua qui était là. Et donc, Purhei, c'était celle qui va mener la guerre contre quelqu'un de sa famille qui est Purea. On dit Oberea, Purea. Et c'est deux femmes déjà, à cette époque-là, lointaine. Et arrivent Harry Manini et Harry Taimei. On peut dire que si on regarde comme une lignée à partir du haut, parce que pour les Tahitiens, on est en haut, et on regarde vers le Raro, vers le bas, on s'aperçoit qu'il y a des femmes de tête,
dans ce pays. Et c'est pas qu'à Tahiti. Hein. Je crois qu'on peut prendre toutes les îles. Les femmes ont joué un rôle, mais toujours en douceur. Comme disait Carole, c'est la force douce, mais persuasive et autoritaire. Elles avaient beaucoup de mana. Bon, messieurs sur le plateau, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, Oui, il y avait Liliuokalani à Hawaï. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. Par Et exemple. j'imagine le choc culturel qu'il y a pu avoir. Alors, j'y viens justement. Dans quelles circonstances Henry Adams et Harry Temei se rencontrent? Au Samoa, il rencontre, outre l'illustre écrivain écossais Stevenson, Dorrance Atwater, qui a été consul américain à Tahiti. Il le retrouvera ici. Il est accueilli par William Doty à son arrivée avec Lafarge. Il découvre avec surprise qu'il n'y a pas d'hôtel à Tahiti. Il est installé dans une maison voisine ou proche du moins de celle d'une grande famille de l'île, les Salmon. J'ai parlé de ces lettres d'introduction que lui avait données Stevenson. Il doit rendre visite au chef Oriaori à Tautira. Et c'est donc en se rendant là-bas qu'il s'arrête à Papara et qu'il rencontre Harry Temei. Il s'était déjà lié d'amitié avec Tati Salmon, pas le grand Tati, le grand-père de Harry Temei, mais l'un de ses fils et certaines de ses filles, Titawa Moetia, qui n'est autre que l'épouse de Dorrance Atwater, et surtout Johanna Marot Arroa, qui a été à cette époque l'épouse de Pomaré V. Donc là, à ce moment-là, il s'installe dans la fameuse maison pas loin du consulat. Et il reste combien de temps à peu près en Polynésie là? C'est assez intéressant puisqu'on peut trouver quelques divergences mineures. J'ai trouvé des dates comme le 4 février, une arrivée le 4 février 1891 et un départ le 4 juin de la même année, 1891, ce qui fait un séjour d'exactement 4 mois. Mais encore une fois, parfois il y a on trouve selon les sources des petites variations, mais voilà, un séjour de 4 mois environ. En tout cas, en se rendant à la presqu'île, il fait un premier arrêt chez Harry Temei. Au retour, il s'arrêtera encore pour écouter la Harry Nui lui livrer les secrets du Tahiti pré-européen, et il sera même adopté avec Lafarge. Donc ils auront, selon la tradition locale, des noms tahitiens. Donc Adams deviendra Adams Taur Atua. Pour Lafarge, c'est Lafarge Tereitua. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait Vahi ou même Carole, Terupé, par rapport à ce rôle et cette figure féminine avec cette qualité pacificatrice mais aussi unificatrice, figure qui n'est pas sans rappeler l'influence d'un certain Thomas Jefferson. Je n'ai pas dit tout à l'heure que Adams arrive en Polynésie alors qu'est édité en 9 tomes une colossale histoire des États-Unis, considérée aujourd'hui encore comme la meilleure histoire d'un Américain sur son propre pays. L'histoire donc des États-Unis sous les administrations de Thomas Jefferson et de James Madison. Donc cet historien, littéralement sans s'en rendre compte, se surprend à prendre des notes. Et voilà un petit peu comment, c'est comme je le disais encore une fois, un conte de fées, pratiquement la réalité dépasse la fiction. On a comme ça la naissance de l'une des rares sources, l'un des rares témoignages écrits d'une époque totalement révolue. Terupé, est-ce qu'au sein de la famille, vous avez des écrits, vous avez des archives? Alors, la tradition tahitienne a été bien perpétuée chez les Salmon parce que tout a été, la majorité des informations a été diffusée oralement. Mais nous avons la chance d'avoir beaucoup d'ouvrages qui nous sont restés. Alexandre Salmon et sa femme Harry Temei, les mémoires de Marot, les mémoires de Harry Temei. Donc, ce sont des informations qui viennent de ma famille, donc qui sont transmises au public. Et certaines informations dont je parlais tout à l'heure vont être partagées avec le public, des informations qui, là, nous ont été transmises oralement, qu'on nous avait demandé de ne pas partager, et que maintenant, nous allons nous faire un plaisir de partager parce que nous avons un besoin un peu de rétablir certaines vérités. Et donc, je pense que les gens de Polynésie vont être intéressés par ce que nous aurons à leur raconter. Parce que c'est aussi un pan de l'histoire de la Polynésie, bien sûr, et il a tout à fait sa place. C'est pour ça qu'on veut et le comme faire. je disais tout à l'heure, on ne fait pas de politique, c'est de l'histoire. L'idée, c'est de pouvoir comprendre. Après, chacun se fait son opinion. C'est une bonne chose. Carole, j'aimerais que tu nous parles aussi de la situation d'Harry Temei et son côté, son approche, son rôle politique, et surtout au moment où elle a refusé de devenir reine. Où elle a refusé le pouvoir parce qu'elle savait ce que ça pouvait déclencher.
Oui, je parlais de sa générosité tout à l'heure et de son rôle donc pour éviter les bains de sang, ce qui manifestement a été son intérêt, sa priorité. Jamais elle n'a défendu son intérêt personnel, puisqu'effectivement, à l'époque où le protectorat s'est implanté, des troubles importants se sont déclenchés. Bon, en 1842, en 1846, c'est Arita Imei, en tant que figure de l'ombre, hein, finalement, qui a mené les négociations à une époque où la reine Pomaré IV, donc, qui était, comme tu l'as dit, sa sœur de lait, puisque la veuve du roi Pomaré II avait adopté Arita Imei, et elle est donc devenue la sœur de Pomaré III et de Pomaré IV. Aimata, avec qui elle a toujours entretenu des liens affectifs forts. Donc à cette époque-là, la reine est exilée volontaire, elle est un peu réfugiée, à Moorea ou à Ayatea, selon le cas, et à chaque fois, c'est Arita Imei qui mène les négociations et qui parvient avec succès, hein, à concilier un petit peu les parties en présence. Et à cette occasion, c'est vrai qu'elle refuse la couronne de la Polynésie, la couronne du pays, que lui propose tout bonnement le gouverneur Brua. Et donc ça, c'est bienveillant parce qu'elle savait exactement ce que ça risquait de déclencher. Après, c'est peut-être pas mon rôle d'interpréter les événements, mais voilà les faits que l'on peut rappeler et qui semblent être vraiment des indices forts, hein, de la libéralité de cette chefesse qui agit apparemment toujours dans l'intérêt dans de son l'intérêt des peuple. autres et du peuple. Ouais, c'est Et ça. dans une logique vraiment dans une logique. Moi, ce qui me frappe vraiment, personnellement, c'est que Arita Imei, c'est vraiment une figure charnière, une figure de transition. Comme le disait Vahi tout à l'heure, avec ce premier mariage interculturel, tu as dit, interethnique, tu as dit aussi, il n'y a pas de mot vraiment adéquat peut-être pour décrire ce phénomène, mais il y a un phénomène d'ouverture là qui est un peu inédit quand même à l'époque. Et c'est vrai que cette figure de femme de pouvoir est aussi quand même une figure d'articulation des cultures. Et nous, ça nous a toujours beaucoup frappé aussi. C'est un peu le but du colloque que nous avons organisé à l'université, ouvrir au maximum les perspectives et les possibilités de dialogue, parce qu'on est vraiment là dans une articulation d'époque, de culture, de mode de pensée. C'est un petit peu le passage d'une féodalité précoloniale, hein, à une période de royauté qui est complètement différente. Et nous héritons effectivement aujourd'hui dans le pays de toute cette histoire. Alors Florent, je vais te poser une question, mais pardon que tu fasses court. En quoi le séjour d'Adams en Polynésie a changé sa vie? Eh bien, il part des États-Unis pour échapper à lui-même, pour fuir la civilisation, tout simplement, pour, disait-il, ne rien faire, ne penser à rien. L'ironie du sort voudra qu'il se retrouve en fait confronté à lui-même au travers du personnage de Arita Imei. Et je pèse mes mots puisque de cette rencontre, au travers donc de tout ce qui vient d'être dit, cette dynamique pacificatrice, voilà, il est tombé sous son charme aussi, on peut dire. Il y a une forme, Arita Imei permet à Adams en fait de se constituer, de se forger sa technique littéraire qui lui permettra ensuite d'écrire son œuvre majeure pour laquelle il obtiendra le prix Pulitzer à titre posthume. Donc l'écrivain se réalise littéralement aux confins du Pacifique, au contact de cette vérité primordiale, de cette nature sauvage ancestrale dans laquelle il peut opérer un processus tout simplement de renaissance. Et oui, alors séduction pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Non, bien sûr, mais il tombe sous le charme de cette femme qui est une femme de tête, une femme rayonnante, et il y a quelque chose de particulier qui s'en dégage. Exactement, et sur le départ, il dira que ce qui lui importait, c'était ni la gaieté ni la tristesse, c'était simplement l'idée de ne plus jamais revoir la chère vieille dame, je crois que je cite exactement ces termes, et il dit qu'ils font tout simplement en larmes. Elle prononce un discours, elle l'embrasse sur les deux joues et il dit que bien qu'elle s'exprime dans sa langue natale, bien qu'il ne comprenne pas un mot, il perd totalement le contrôle de lui-même. Voilà, cette confidence dit déjà tout. Mais une dernière question pour toi. Est-ce qu'on peut espérer prochainement que l'histoire de Arita Imei soit introduite dans les livrets d'histoire, on va dire? En tout cas, de la manière dont on a tout chacun ici à nous exprimer, on ne peut pas faire l'impasse
sur l'histoire que cette femme, cette chefesse, cette Arivahini a représenté déjà en son temps. Alors qu'en est-il aujourd'hui lorsqu'on réexamine tout ce qui a été écrit et en particulier les textes en tahitien, c'est un peu ma spécialité. Quand on voit que dans le livre de Henry Adams, il y a à peu près 10 chants qu'on appelle des chants, des légendes qui racontent des épopées, mais aujourd'hui on comprend pas. Un exil d'un frère dans la presqu'île. Ensuite, il y avait Hiatua qui est plus ou moins fâché avec son grand guerrier qui est lui-même un chef qui s'appelle Teiyeye. Et tout ça, c'est raconté en tahitien, traduit bien sûr, parce que je crois que c'était en anglais au départ. On n'a pas parlé de l'importance des langues. C'était de langue anglaise dans la famille. J'ai Parce qu'on a plein de choses, on pourrait faire encore Oui. plein d'émissions rien que sur ce sujet-là, c'est Oui, pour ça, hélas. C'est pour ça que je pense que les livres scolaires, dorénavant, seront obligés de tenir compte de cette époque-là. J'espère bien. Alors, moi, pareil, je ne fais pas de politique, mais j'espère que rien que pour l'histoire, ça serait très intéressant de pouvoir en parler. Si je peux me permettre, juste très rapidement, en tant qu'éducateur, ça fait partie des objectifs du colloque que nous nous sommes fixés. J'espère que dans quelques années, on pourra s'en parler, se dire, ben voilà, on s'est introduit dans les livres d'histoire. Alors, on a pu, grâce à vous, découvrir qui était Arita Mei et comment cette grande dame a joué un rôle important dans l'histoire polynésienne. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour pouvoir en parler plus en avant. Bonne fin de journée avec TNTV.